Les entraînements maudits d'Innsbruck. Le 22 janvier 1964, le lugeur britannique Kazimierz Skripek s'élance pour une nouvelle descente d'entraînement sur la piste olympique au-dessus d'Innsbruck. Il a 53 ans, ancien pilote de la Royal Air Force, tombé amoureux de la luge sur le tard. La première compétition olympique de luge n'est plus qu'à quelques jours et le monde est censé assister à de la vitesse et de la précision, pas à la peur et au doute. Mais le long des parois glacées de cette étroite gouttière, les officiels murmurent que la piste semble plus rapide et plus dangereuse que ce à quoi tout le monde s'attendait. Lors de cette descente, Kai aborde un virage un peu trop haut. La luge dérape, les patins en acier perdent leur trajectoire et soudain il n'est plus collé à la piste, mais il lutte contre elle. En un clin d'œil, cette petite erreur se transforme en un énorme déséquilibre. La luge percute violemment la paroi, rebondit et le projette hors de la trajectoire comme une pierre lancée par une fronde. Il heurte la glace et les barrières de sécurité avec une force brutale, son corps inerte tandis que les secouristes dévalent la piste en courant. Les médecins l'emmènent d'urgence au bloc opératoire à Innsbruck, mais les fractures au crâne et au bassin sont terribles. Le lendemain, Kees Skripek est mort. 3 jours plus tard, le 25 janvier, Ross Milne, un skieur australien de 19 ans, perd le contrôle lors d'une descente d'entraînement à grande vitesse et s'écrase la tête la première contre un arbre. 2 athlètes disparus avant même la première course pour une médaille, 1 minute de silence lors de la cérémonie d'ouverture et une question qui plane à chaque départ. Le prix de ces jeux est-il déjà trop aisé? La collision avec la dameuse aux arcs. Le 22 février 1992, le skieur de vitesse suisse Nicolas Boschataille part avec ses coéquipiers pour un échauffement tranquille aux arcs. Bochetet a 27 ans, il est charpentier de métier et champion national de ski de vitesse. Ce matin-là, il n'aurait dû penser qu'à l'épreuve de démonstration prévue plus tard dans la journée et à la perspective de dépasser les 200 km à l'heure. Au lieu de cela, il descend tranquillement ce qui ressemble à une innocente piste publique, en riant, sautant par-dessus une petite bosse de neige. Devant lui, caché derrière cette bosse, se trouve une dameuse. Son châssis métallique et ses chenilles dentelées sont juste hors de vue, une masse sombre sur la colline blanche. Certains témoins affirmeront plus tard que les gyrophares et la sirène étaient allumés, d'autres que la machine était silencieuse et invisible. Bostein Daravlata. Il prend la bosse à toute vitesse, ses skis quittent le sol et pendant un instant, il n'est qu'une silhouette sombre suspendue dans l'air lumineux du matin. Il atterrit juste devant la Danouse. Il n'y a pas le temps de freiner, pas la place pour tourner. L'impact est violent et sans appel, une collision entre un corps humain sans protection et des tonnes d'acier. Lorsque les secours arrivent, Nicolas Bochetet a subi des blessures internes mortelles. Le matin de ce qu'aurait dû être le jour le plus rapide de sa vie, il meurt sur une pente tranquille à l'écart, laissant le village olympique débattre des sirènes, des zones de sécurité et de la question de savoir si quelqu'un aurait jamais dû skier là-bas. L'accident qui n'a pas tué l'Armanator. Le 13 février 1998, la star autrichienne Hermann Maier chausse ses skis au sommet de la descente olympique de Nagano. Maier, surnommé l'Hermanator, est réputé pour son agressivité sans peur, presque téméraire, et toutes les caméras de la montagne sont braquées sur lui. La piste est verglacée et raide, avec des compressions qui peuvent déséquilibrer même les meilleurs coureurs. Lorsqu'il s'élance de la porte de départ, personne ne doute qu'il soit assez rapide pour décrocher l'or. La seule question est de savoir s'il pourra survivre à la trajectoire qui s'apprête à attaquer. À mi-parcours, Maier s'engage dans un virage aveugle et large à une vitesse terrifiante. Ses skis vibrent sur la glace, il heurte une bosse et soudain les cars ne tiennent plus. Le monde se transforme en un flou de portes bleues et de filets oranges. Le corps de Maier est catapulté dans les airs, bras et skis projetés comme des ailes brisées. Pendant une fraction de seconde, il semble flotter au-dessus de la piste, suspendu au-dessus d'une chute qu'aucun skieur ne veut jamais voir sous cet angle. Puis il s'écrase contre la première couche de filet de sécurité, la traverse, percute la suivante et la déchire aussi. Son corps disparaît dans un nuage de neige et de filets déchirés, dévalant loin sous la ligne de course en hors-piste. Des millions de téléspectateurs viennent d'assister en direct à ce qui ressemble à un accident mortel. Les commentateurs se taisent. Dans le ravin, rien ne bouge pendant quelques secondes qui semblent interminables. Et puis, contre toute attente, Hermann Maier se redresse. Il ajuste ses lunettes, se lève sur des jambes tremblantes et salue la foule. Il s'en sort avec des contusions et des foulures, mais aucun os cassé. 4 jours plus tard, il remporte l'or en Super G, puis quelques jours après, une autre médaille d'or en slalom géant. Son accident devient l'une des images les plus rediffusées de l'histoire olympique, un arrêt sur image de l'instant où tout le monde a cru voir un champion mourir. Mort dans le tunnel de glace de Whistler. Le 12 février 2010, le lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili monte sur la plateforme de départ du Whistler Sliding Center pour son dernier entraînement. Il a 21 ans, est né dans une famille de lugeurs et a passé des années à apprendre à lire la glace et la vitesse. La piste de Whistler est la plus rapide jamais construite, un serpent de béton et d'acier qui propulse les lugeurs à près de 150 km à l'heure.
Les officiels assurent que c'est sans danger. Les athlètes murmurent que ça ne l'est pas. Nodar s'installe sur sa luge, les mains gantées agrippant les poignées de départ, les yeux rivés sur le couloir étroit de glace. Il se balance une fois, deux fois, puis jaillit en avant, sprintant avec les crampons qui raclent avant de s'allonger dans le profil bas de la luge. Les murs défilent dans un flou. Chaque virage arrive plus vite que le précédent, hein. Une fraction de degré trop haut ou trop bas décidera s'il colle à la trajectoire ou s'il lutte pour y rester. Alors qu'il aborde le dernier virage à grande vitesse, sa luge dérive vers le haut du mur, le moindre désalignement étant amplifié par l'énorme vitesse. Les patins perdent leur adhérence. La luge part en travers. Nodar est éjecté de la trajectoire sûre et invisible et projeté violemment d'un mur à l'autre. À la fraction de seconde précédant la sortie, la force centrifuge l'arrache complètement de la piste. Il passe par-dessus petit mur extérieur, impuissant et sans poids, et percute violemment un pilier de soutien en acier exposé juste à côté de la ligne droite d'arrivée. L'impact est catastrophique. Son casque éclate, son corps tourne et s'effondre, inerte sur le béton à côté de la glace. Les équipes médicales l'atteignent en quelques secondes, luttant pour relancer son cœur. Il est évacué par hélicoptère vers l'hôpital local, mais ses blessures sont trop graves. Aux alentours de midi, Nodar Kumaritashvili est déclaré mort. Quelques heures plus tard, sous les projecteurs et les feux d'artifice, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Vancouver a tout de même lieu. La piste est modifiée, le départ abaissé, les murs rehaussés. Mais pour ceux qui l'ont connu, chaque descente sur cette glace, à partir de ce jour-là, commence en mémoire d'un jeune Géorgien qui n'est jamais revenu. La colonne vertébrale brisée de Maria Komissarova. Le 15 février 2014, la skieuse russe de ski cross Maria Komissarova s'élance sur la piste d'entraînement de Rosa Khutor, au-dessus de Sotchi. À 23 ans, elle est la favorite locale dans un sport fondé sur le risque. Le ski cross, c'est le chaos sur la neige, avec des sauts, des bosses et des virages relevés qui récompensent l'engagement et punissent l'hésitation. Maria n'a jamais été du genre à freiner trop tôt. Elle s'engage à fond dans une section de boss raid, les genoux en action, le buste bas, les yeux à la recherche de la trajectoire la plus rapide. Une compression arrive juste un peu plus tôt qu'elle ne l'avait anticipé. Ses skis s'enfoncent dans le creux, les forces explosent et son corps est projeté vers l'avant. En un instant, l'équilibre entre le contrôle et la catastrophe bascule du mauvais côté. Elle est catapultée dans les airs, atterrit maladroitement et s'effondre sur la piste durement tassée. Cette fois, elle ne se relève pas. Les secouristes accourent et comprennent rapidement que quelque chose ne va vraiment pas. Maria ne sent plus ses jambes. Pendant qu'il stabilise sa colonne vertébrale, elle fixe le ciel gris haletante et pose la question que tout athlète redoute. Est-ce que je pourrais remarcher ? Dans le centre médical tout proche, des chirurgiens luttent pendant des heures pour réparer une vertèbre fracturée et déplacée au milieu de son dos. L'opération se termine avec des plaques et des vis qui maintiennent sa colonne vertébrale. Quelques jours plus tard, Maria Komissarova a publié un message depuis son lit d'hôpital à Munich, annonçant au monde qu'elle est paralysée à partir de la taille, mais qu'elle refuse de perdre espoir. Les médecins, eux, restent plus prudents. Ils affirment qu'un rétablissement complet est presque impossible. Son rêve olympique ne s'achève pas dans un enclos d'arrivée sur les acclamations de la foule, mais dans une chambre silencieuse, les yeux fixés au plafond, essayant d'imaginer une vie où elle devra réapprendre chaque mouvement. Le médecin de l'équipe sous la dameuse. Le 25 février 1988, le médecin de l'équipe autrichienne Jorgo Berhammer chausse ses skis près de la piste du slalom géant à Nakiska, en dehors de Calgary. À 47 ans, il n'est pas un athlète en quête de médaille, mais un spécialiste du genou respecté et l'homme chargé de veiller à la santé des stars autrichiennes. Entre les deux manches de la course masculine, il s'éclipse pour une courte descente en ski, serpentant sur une partie latérale de la montagne dans sa veste voyante de l'équipe. La piste est animée, remplie de spectateurs, de bénévoles et de coureurs qui se déplacent tous dans des directions différentes. En contrebas, une dameuse rampe sur la colline, sa large fraise métallique transformant la neige en une surface lisse pour la course. Huberman se retrouve sur la trajectoire d'un autre skieur. Dans l'enchevêtrement qui suit, en une fraction de seconde, il perd l'équilibre et tombe violemment. L'élan le fait glisser directement vers les traces de la dameuse. Le conducteur ne peut pas s'arrêter à temps. La machine massive roule sur le médecin à terre, ses dents et chenilles d'acier conçues pour façonner la glace, non pour épargner les corps humains. Les témoins assistent à la scène horrifiés, tandis que les secouristes courent vers le lieu de l'accident en faisant de grands gestes pour que le conducteur s'arrête. Lorsque la dameuse finit par s'arrêter brusquement, Oberhammer gît en saut. Le personnel médical gravement éprouvé lutte pour le stabiliser, mais les blessures sont trop graves. George Oberhammer meurt sur la montagne où il était venu pour protéger les autres des blessures. Alors que la deuxième manche du slalom géant reprend, certains coureurs passent devant l'endroit sachant que juste derrière les banderoles et les caméras de télévision, un collègue vient de perdre la vie sous la machine même censée sécuriser la course. La descente cauchemardesque de luge à Pyeongchang. Le 13 février 2018, l'américaine Emily Sweeney s'installe sur sa luge au sommet de la piste olympique de Pyeongchang pour sa dernière descente.
Elle a 24 ans, elle est soldat dans la garde nationale de l'armée américaine et une compétitrice déterminée qui a passé des années à courir après cet instant. La manche précédente a été hésitante. Elle sait qu'il lui faut une descente propre et rapide pour remonter au classement. En attendant, dans la cabane de départ glaciale, elle entend le grondement sourd de la foule et le tonnerre creux des luges qui résonnent le long de la piste. Elle s'élance des poignées et plonge dans le tunnel de glace, atteignant rapidement des vitesses qui transforment les parois en un flou. Le fameux virage numéro 9 approche, un labyrinthe délicat de force G qui a déstabilisé même les pilotes les plus chevronnés. En entrant dans le virage, la luge commence à osciller. Un léger dérapage à gauche devient un choc plus violent à droite. Ses épaules frappent violemment le mur. Puis les patins accrochent de nouveau avant de décrocher encore une fois. En quelques secondes, la luge ne glisse plus en douceur mais rebondit d'un côté à l'autre. Les forces arrachent Emily de la trajectoire idéale et la tordent maladroitement dans la luge. En sortant du virage, la luge décroche complètement. Elle est projetée sur le côté, les jambes et les bras s'agitant, son corps frappant la glace et les parois à plusieurs reprises alors qu'elle dévale la piste. Finalement, la luge détruite et la pilote s'immobilisent, emmêlées ensemble dans la zone d'arrivée. Pendant un long et terrible moment, elle ne bouge pas. Les officiels et les secouristes se précipitent vers elle, la protégeant des caméras et de la foule. Cette fois, contrairement à Vancouver, l'issue n'est pas fatale. Emily Sweeney souffre de contusion et d'une légère fracture de la colonne vertébrale, mais sans paralysie permanente. Ses Jeux olympiques sont terminés, mais elle quitte l'hôpital sur ses deux jambes, rappelant qu'aux Jeux d'hiver, la frontière entre la vitesse héroïque et la catastrophe irréversible n'est jamais plus épaisse qu'une lame d'acier sur la glace.